Né à Saint-Hyacinthe, Robert Benoît se passionne pour la politique dès son jeune âge. Skieur dans l'âme, il glisse vers l'Estrie pour devenir président du Parti libéral du Québec en 1985. Député d'Offord pendant 3 mandats, il fait de l'environnement une de ses principales missions. Bienvenue à Mémoire des députés. Bonjour, M. Benoît. Bonjour. Bienvenue à Mémoire des députés. Merci. Vous êtes né à Saint-Hyacinthe. Exact. Et, vous avez déjà parlé d'un village à ce moment-là très religieux. Est-ce que vous étiez influencé par ça pendant votre enfance? Oui, absolument. J'ai servi la messe à 6-7 ans, 7 heures le matin avec mon bicycle. J'allais chez les Bonnes Sœurs Saint-Joseph servir la messe. Et alors oui, à Saint-Hyacinthe, on disait que c'était la ville, la manufacture des curés au Québec. Et toutes les communautés où à peu près avaient une maison mère dans la ville de Saint-Hyacinthe sur le nom de la rue Giroir. Alors oui, Saint-Hyacinthe était une ville qui était très catholique. À peu près pas d'anglophones, une petite chapelle pour les anglophones, mais c'était une ville très catholique. Alors ça veut dire qu'il n'y avait pas de tension entre les religions? La seule tension que je me souviens, c'est que les religieuses nous disaient qu'on n'avait pas le droit de parler aux jeunes filles anglophones. Je les trouvais très jolies, moi, les jeunes filles anglophones. J'aurais bien aimé pouvoir leur parler, mais les religieuses nous suggéraient de pas se lier d'amitié avec les anglophones. C'était une autre époque, hein? Il faut bien comprendre. Mais oui. On est dans les années 50. Pas juste anglophones, mais protestants en plus. Protestants en plus, exactement. Oh. Exactement. Et c'était une autre époque. Est-ce que ça affectait la façon de faire les affaires et tout ça, là, ou est-ce que c'était seulement vraiment l'école, l'Église qui... Non, je pense que c'était plus large que ça. Les communautés religieuses avaient omniprésence sur bien des sujets. Par exemple, un étudiant qui aurait voulu aller à l'Université McGill, étudier en affaires, il y a beaucoup de chances que le curé serait intervenu. Et il y a des cas pratiques que je connais où le Monseigneur de Saint-Hyacinthe est intervenu auprès des familles, suggérant que l'enfant est plutôt à Ottawa, qui était une université anglophone, bilingue, mais catholique, plutôt qu'aller à McGill. Alors oui, il y avait une... Et quand on lit les 2 livres sur Tédé Bouchard, qui a été le chef du Parti libéral à une époque, qui était un anticlérical, on comprend à ce moment-là toute la notion de cette relation entre les gens d'affaires et les religieux. Tédé Bouchard, assez surprenant, a toujours été élu à Saint-Hyacinthe, alors qu'il était un anticlérical et qui a tenu tête à toutes ces communautés religieuses-là. On dit de vous que vous êtes né dans l'argent parce que votre grand-père était fondateur d'une grande compagnie d'assurance, le groupe Commerce, et toute votre famille était dans le monde des affaires. Est-ce que c'était quasiment inévitable que vous le soyez aussi? Il faut comprendre qu'au moment où mon grand-père, en 1907, va fonder cette mutuelle de commerce, qui était une petite entreprise. C'est seulement au moment des années 70-80 que l'entreprise va prendre une très grande ampleur à travers le pays, bon, etc. Alors, au moment où moi, je viens au monde, en 1944, au moment où je vais m'éveiller un peu, au moment où je commence au primaire, éventuellement au secondaire, nous, on est des citoyens tout à fait... comme les autres sur la rue. Je veux dire, j'ai aucune idée de ce que ça veut dire à ce moment-là. Et mes parents ne vivaient pas comme des gens riches. Mes parents vivaient comme des gens impliqués dans leur milieu. Ma mère s'occupait des familles pauvres. Mon père s'est occupé de toutes sortes d'étudiants qui n'avaient pas les moyens d'aller à l'université. Alors, on avait ce qu'on entendait comme discours. Ma mère nous amenait, à l'époque, il n'y avait pas tous ces services sociaux-là. Alors, ma mère nous amenait dans les familles, aider des gens mal pris. Je me souviens des gens qui avaient la tuberculose dans leur résidence. C'était la maladie de l'époque. Et mon père aidait des gens à leur trouver un hôpital à Montréal, etc. Alors, c'était plus ça le discours que j'ai entendu à la maison que celui d'une famille où on avait beaucoup d'argent. Et on n'avait pas beaucoup d'argent, point à la ligne. Moi, j'ai eu des culottes déchirées, puis un petit bicycle qui ne fonctionnait pas très bien. Et puis, à l'école, on était comme les autres. Et c'est ça. Alors, c'est seulement au moment où on va tous graduer dans les collèges, les universités, que là, on va commencer à réaliser qu'on a peut-être
certains moyens que d'autres n'ont pas. Votre famille, vous parlez de leur action sociale. Est-ce qu'ils étaient politiques aussi? Pas vraiment, pas vraiment. Du côté de ma mère, c'était des libéraux. Et du côté de mon père, c'était l'Union nationale. Oh! Et ça, c'était un fait d'armes. Que deux familles comme ça puissent se marier. Mais non, on ne parlait pas beaucoup de politique. C'était l'époque de Maurice Duplessis. Et je pense que moi, au moment où je vais m'éveiller à la chose politique, évidemment, Maurice Duplessis commence à être sur le déclin et son gouvernement, et lui, et sur le déclin de sa vie politique à M. Duplessis. Et de ses idées, évidemment. Vous êtes diplômé en finance, courtier en valeurs immobilières, je veux dire, licencié aux bourses de Toronto et de Montréal, travaillé plusieurs années pour la Banque Royale. Qu'est-ce qu'elle était l'attraction là-dedans? Là? L'attraction d'aller en politique, éventuellement, ça a été l'arrivée de M. Ryan au Parti libéral, finalement. Ah oui? Quand M. Ryan arrive au Parti libéral, d'abord, depuis que je suis tout jeune, que je lis tout ce qui me tombe sur la main sur la politique. Au moment où j'étudiais à Montréal, je vais aller voir les grands conférenciers ou les grands speakers, public speakers, Jean Marchand. J'ai 73 ans aujourd'hui et je me souviens des discours de Jean Marchand dans des salles. À l'époque, il est syndicaliste, évidemment. Ben oui. Je serais au Palais du Commerce au moment où Jean Lesage. Et d'ailleurs, ça fait aujourd'hui, le 22 juin, c'était c'était le début de la Révolution tranquille aujourd'hui, en 1960. Ça fait 57 ans aujourd'hui que la Révolution tranquille du Québec a commencé par l'élection de Jean Lesage. J'étais au Palais du Commerce comme jeune étudiant à entendre Jean Lesage qui dirait que la transcanadienne serait payée par le fédéral, que nous aurions des parcs fédéraux au Québec. Alors, moi, je m'éveille à ça. Là, je suis un jeune adolescent et je suis sorti de Saint-Hyacinthe, j'étudie à Montréal et j'écoute ces grands politiciens-là, et je trouve ça tellement extraordinaire. Une usine sidérurgique apportera un élément dynamique extrêmement précieux. Elle permettrait aussi d'entreprendre au Québec. Et ça, c'est important. La transformation chez nous de notre minerai. Il faut comprendre que des gens comme Jean Lesage, à l'époque, c'était impressionnant sur une estrade. Le Palais du Commerce était chauffé à son maximum. Tout le monde voyait le début de la Révolution tranquille. Ça, c'est il y a 57 ans de ça. Aujourd'hui. Et alors, je vais lire énormément sur les hommes et les femmes politiques, très peu sur les femmes d'ailleurs, mais à l'époque. Et un bon jour, quand M. Ryan va arriver, va annoncer qu'il pense aller au Parti libéral, je vais écrire une toute petite note à M. Ryan, lui disant si je peux vous aider. Il y avait deux éléments qui me fatiguaient avec le gouvernement en place à l'époque. C'était le mouvement de la gauche et évidemment toute la littérature sur la souveraineté, comment ça serait facile et tout ça. Alors, j'ai écrit à M. Ryan. Quelques jours après, c'est que M. Ryan retournait tous ses appels, toutes ses lettres. Il communiquait avec moi. Il m'a demandé de m'impliquer. Je n'ai pas pu aller au leadership parce que je ne savais pas trop comment ça fonctionnait, les élections, puis tout ça. Alors, je ne suis pas allé au leadership de M. Ryan. Mais c'est comme ça que je vais m'impliquer au Parti libéral. Ça fait déjà des années que vous vous intéressez à la politique. Est-ce qu'il y avait une étincelle là-dedans ou est-ce que c'était tranquillement quelque chose qui est entré dans votre vie? Bien, il est arrivé quelques années avant où, quand je suis allé vivre dans les cantons de l'Est avec mon épouse, M. Lévesque a été élu et dans mon petit village de Bolton, le conseil était unilingue anglophone. Et c'était correct comme ça. C'était la façon de faire les choses dans les cantons de l'Est. Les gens s'exprimaient en français et en anglais. Le maire répondait dans deux langues. Il n'y avait pas de problème. Si ce n'est qu'avec l'arrivée de M. Lévesque, toute la paperasse qui rentrait dans un hôtel de ville était maintenant, soudainement, unilingue francophone. Et ce conseil municipal-là et la directrice générale de la ville étaient vraiment mal pris avec tout ça. Et ils m'ont demandé de me faire élire. Et j'avais aucune expérience en élection municipale. C'était un tout petit patelin. C'est encore un tout petit patelin, d'ailleurs. Et je me souviens encore, le bon maire Pisley qui me dit « Inquiète-toi pas, on va demander à Arthur de se retirer, puis il n'y a personne qui va se présenter comme toi, puis tu vas être élu membre du conseil municipal de Bolton. » C'est exactement ce qui s'est passé. Je me suis ramassé là
à moitié traducteur, à moitié le représentant de la communauté francophone. Et je vais être échevin là pendant quelques années, jusqu'à ce que je déménage à Austin, le village d'à côté. Et là, je comprends que j'ai des capacités d'aider la chose publique. C'est vraiment spécial, ce temps-là. Hein? Le Québec a vraiment changé à certains égards. Là. Et le monde municipal a changé. Il faudrait se rappeler, le monde municipal de cette époque-là. Là. L'hôtel de ville de Bolton était dans un sous-sol d'une maison privée. On ouvrait le courrier seulement au conseil municipal. Alors, on n'ouvrait pas le courrier avant. On se réunissait une fois par mois. On n'avait pas de code municipal à l'hôtel de ville. J'ai dû suggérer qu'on achète un code municipal aux éditions FM, etc., etc. Alors, je pourrais en parler longtemps. Et pour vous faire rire, un incident particulier, parce que les gens qui venaient au conseil, c'était toujours pour le même problème, c'était la gravelle sur les chemins. Et là, la chicane était un peu prise dans le conseil municipal. Et le maire a un peu perdu le contrôle de ce qui se passe dans la salle. Et là, on a une panne d'électricité. Alors, ça calme un peu les ardeurs d'un peu tout le monde. Et là, le maire décide d'allumer une chandelle et la chicane reprend de nouveau. Et là, le maire, ne sachant trop quoi faire, le bon maire Peasley, qui est là depuis toujours, il souffle sur la chandelle puis il dit « Meeting is over! » Et on a passé à... Alors, le meeting was over. Alors, c'était une autre époque, le monde municipal. Mais par la suite, là, ça va aller très, très vite. Les zonages vont rentrer, les MRC. Le monde municipal va s'organiser et des villes comme Bolton n'auront pas le choix de suivre la parade à ce moment-là. Mais vous dites que c'était pas tellement facile, l'intermunicipalité, là. Oh non! Non, non, c'était des chasses gardées importantes. L'union des églises n'est jamais facile, hein, peu importe dans quel secteur. Alors, c'était pas évident, mais le monde municipal a grandement évolué pour le mieux, particulièrement au niveau du zonage. Là. Une municipalité comme Bolton, je pense qu'on était rendu à 6 ou 7 carrières dans la municipalité et un plan d'asphalte était après s'installer dans le centre-ville du village de Bolton. Et alors, il n'y avait pas de zonage, je veux dire. Ces gens-là disaient « Leave free or die hein? ». C'était un peu leur devise. Et les promoteurs... Parce que là, on commençait à voir le parc Offord va être créé en 1938 pour éviter l'arrivée massive sur ces terres qui n'étaient pas protégées. Mais là, on est rendu dans les années 60, 70. Et là, on a vraiment une arrivée massive de touristes dans les cantons de l'Est qui veulent se construire n'importe où, n'importe comment. Et le monde municipal doit réagir à ça. Et le zonage agricole de René Lévesque, ça a été, pour moi, avec la loi 101, ça a été la grande œuvre de René Lévesque. Ça a été de calmer les ardeurs de tout le monde dans les cantons de l'Est. Et là, les municipalités vont avoir le temps de s'organiser pour qu'on ait des zonages intelligents. Vous avez parlé d'un problème d'achat commun d'un camion de pompiers. Est-ce que c'est vraiment des affaires comme ça qui font des flamèches? Oui. Le maire d'Austin, qui était la municipalité adjacente, avait décidé... Il y avait un programme pour acheter un camion de pompiers, mais ça prenait 3 municipalités. Alors, il convainc ses voisins de l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac, qui ont beaucoup de touristes, qu'ils ont besoin d'une protection. Les gens d'Austin sont d'accord avec ça. La caserne va être à Austin. Il est toujours à Austin. Mais là, il doit convaincre une autre municipalité, qui est Bolton. Et je me souviens, moi, je suis à Bolton à ce moment-là, et je me souviens, les gens disaient « Ouais, mais quand le feu va prendre, tout le monde va chicaner pour conduire le camion. » Et puis, les gens de Bolton étaient très réticents. Ils n'avaient pas vraiment de service d'incendie à l'époque, mais même à ça, ils étaient très réticents. Bon, finalement, tout ça, maintenant, tout fonctionne très bien. Cette coalition-là demeure toujours, et heureusement qu'elle est là. Mais c'était pas évident, la cohabitation de ces gens-là entre eux, des communautés différentes. Et surtout que dans le cas de Bolton et d'Austin, ils avaient déjà été ensemble au début de la colonie et il y avait eu un schiste. Alors, il y avait eu la gang qui était restée du bord du lac et Bolton s'était en allé dans ses terres. Alors, il y avait encore des gens qui disaient que ce ne serait pas heureux qu'on essaie de s'associer ensemble de nouveau. Vous avez aimé? Vous aimez toujours le municipal? Je suis toujours allé
au conseil municipal quand j'étais citoyen. Après avoir quitté Bolton, je ne me suis pas fait réélire à Austin. C'est un conseil qui était très fort à l'époque. Mais j'ai toujours resté au conseil municipal, sauf à l'époque où j'ai été député. Et j'ai toujours admiré. La vie politique municipale est plus difficile que la vie provinciale. Je suis convaincu de ça. Un citoyen vient me voir au niveau de la province. Vous pouvez toujours dire qu'il y a un comité qui s'est penché là-dessus à Québec et que le comité n'est pas d'accord avec sa demande. Au municipal, le citoyen est assis devant vous. Il n'y a pas 22 comités à Bolton ou à Austin. Il n'y en a pas de comité. Il y a 5-6 employés. Alors, le citoyen réalise bien que vous avez un pouvoir d'intervenir et de dire oui ou non. Et donc, c'est une vie... Il vous appelle le soir chez vous. J'ai jamais, comme député, je pense que j'ai reçu de toute ma carrière peut-être une dizaine d'appels après minuit, le soir à ma résidence. Comme député, comme échevin, j'en reçois régulièrement les citoyens qui nous appellent à la maison. On n'a pas de bureau, évidemment. Alors, ils nous appellent à la maison et ils s'attendent à ce qu'il y ait des résultats assez concrets, assez rapidement. Wow. C'est un autre univers. Oui, vraiment. Vous avez parlé de ce M. Ryan qui vous a attiré vers le PLQ. Quels étaient vos premiers actes de militance? M. Ryan, évidemment, quand il m'a rejoint, après ma petite note écrite à la main, qu'est-ce que je peux faire, M. Ryan? Il dit, bien, si vous voulez m'aider, M. Benoît, vous pourriez peut-être vendre des cartes de membres. M. Ryan avait décidé de prendre le membership, c'est un parti de base. Et si vous pouviez vendre quelques cartes de membres, et puis si les gens veulent nous envoyer quelques dollars, ce serait bien apprécié. Alors, je suis parti avec mon baluchon et j'ai commencé à faire du porte-en-porte là. C'était une toute première fois. J'en avais fait avec mon épouse. L'amour est aveugle un peu. Mon beau-père se présentait pour le Crédit social dans Johnson. Oh. Oui, alors je suis allé faire du porte-en-porte avec mon épouse et mon beau-père dans Johnson. Ça avait été ma première expérience. Et là, j'ai fait du porte-en-porte pour vendre des cartes de membres. C'était avant le référendum, évidemment. Et dans mon coin, c'était une communauté plutôt anglophone à cette époque-là. Donc, ça se faisait facilement. Les gens connaissaient M. Ryan, les gens voulaient gagner le référendum. Et alors, je suis revenu avec un paquet de cartes de membres pour une journée de porte-en-porte. Quelques centaines de dollars. J'ai envoyé ça au parti. Le leadership a eu lieu et pas longtemps après, M. Ryan m'a demandé de m'impliquer un peu plus. Et là, il va arriver l'incident de 80 où il y a un référendum et M. Ryan va me demander d'être président du comité du non dans le comté de Brome où il n'y a plus de députés. Le député provincial a dû démissionner pour malversation. Donc, il n'y a pas de député au moment du référendum en 80. Et je deviens président du comité du non, mais en quelque part un peu quasiment député du comté aussi. Et ça aussi, ça va être une expérience absolument extraordinaire. Ça a dû. Alors, l'apprentissage a commencé déjà. Tout est allé vite, finalement. Là. Mais j'avais beaucoup de plaisir à le faire. J'avais le support de mon épouse et j'avais pas peur d'appeler des gens, le maire Blackwood de Knowlton ou des gens qui étaient des gens pesants dans le comté pour leur demander de l'aide. Et puis, comment pouvez-vous me réunir 15 personnes dans votre cuisine? Je vais aller leur parler. Et puis, alors, tout ça est allé... Ça a été facile, finalement. Puis ça a été plaisant. Et les résultats ont été probants en bout de ligne. Avant de replonger dans la politique, il faut que je vous parle du ski. Oui. Parce que vous dites que le ski était très important et même plus important qu'un sport là, dans votre vie. J'aime le plein air et l'hiver, on a deux choix. On s'en cabane ou on sort de la cabane. Et moi, j'ai fait un choix avec mes enfants, mon épouse. Alors, ça a commencé très jeune où une station de radio à Saint-Hyacinthe m'a demandé de faire une émission de radio sur le ski avec le petit club de ski de Saint-Hyacinthe, Raminska. Et tout ça va cheminer. Alors, je vais devenir chef de patrouille dans un centre de ski qui n'existe plus, qui était le Mont Écho. Je vais connaître mon épouse là. On va voyager à travers la planète avec notre baluchon de ski. Nos enfants vont nous suivre là-dedans. Et éventuellement, je vais faire de magnifiques voyages en Europe, dans l'Ouest canadien, l'Ouest américain. Et je vais m'impliquer dans la bataille d'Offord. Oui, on viendra à ça, c'est certain. Oui. On a eu à parler beaucoup de ski. Là. Vous avez servi 5 ans à la présidence du PLQ. À peu près au même moment que Robert Bourassa revient en force. Est-ce que vous avez aidé Bourassa à revenir ou pas? Non. Non, parce que c'est Pierre Paradis qui se présentait contre M. Bourassa et M. Paradis était mon député. Alors, M. Bourassa a gagné le leadership.
Je l'avais connu en 80 au référendum, Oui. M. Bourassa. Il était venu parler dans Brome-Missisquoi. Donc, M. Bourassa, je pense, le lendemain, m'a appelé via Pierre Bibeau, me demandant si je pouvais le conduire de mémoire à Mégantic-Compton. Je suis venu chercher au motel Hélène, où il logeait sur la Grande Allée. Et il s'est assis à l'arrière, il a lu ses journaux. Et je me disais, coudonc, chef de l'opposition du Parti libéral, il devrait avoir les moyens de se payer quelqu'un pour conduire sa voiture. Mais j'ai vite compris qu'il voulait savoir qui j'étais et comment je pouvais l'aider finalement. Et c'était une expérience extraordinaire. Je vais devenir son adjoint parlementaire quand je vais être élu en 89. Et la relation de M. Bourassa et moi a toujours été, comme tous ceux qui ont travaillé avec, une relation absolument fantastique. Qu'est-ce que vous avez appris sur la politique de lui? Un grand respect des individus, un grand respect de l'adversaire, jamais attaqué en bas de la ceinture, un homme de vision, comme en ski d'ailleurs. En ski, je dis toujours à mes petits-enfants, arrêtez de regarder vos skis, ils vont être encore là quand vous allez arriver en bas. Regardez l'horizon. Regardez ce que vous allez en ski, les bosses, les dangers, les crevasses. Regardez pas vos skis. Souvent, les politiciens, je pense, ont une tendance à regarder dans les médias, regarder leurs skis. Ils vont être encore là quand je vais arriver en haut ou en bas? Alors, avec M. Bourassa, on était capable de regarder l'horizon beaucoup plus large. Où sera le Québec dans 15, 20 ans, 30 ans? Et quand je me suis occupé des dossiers jeunes, comme adjoint parlementaire de M. Bourassa, il nous rappelait constamment ce devoir de regarder plus loin que les médias. Oui, il était préoccupé par la prochaine élection, j'imagine, comme tout bon politicien, mais il avait une vision beaucoup plus loin. Et, le respect des individus. Je racontais tantôt à vos recherchistes, quand un bon jour, j'ai invité mes parents qui étaient âgés de venir à l'Assemblée nationale. Ma mère voulait visiter le bureau du premier ministre. Elle avait 85 ans. Alors, j'organise ça à un moment où M. Bourassa ne sera pas à son bureau pour aller visiter le bureau du premier ministre avec ma mère et mon père. Et quand j'arrive là, concours de circonstances, voulu par M. Bourassa, évidemment. M. Bourassa arrive dans la salle et là, il dit « Ah, M. Benoît, j'aimerais tellement avoir une photo avec vos parents. » Et sur la photo que j'ai remise tantôt à vos gens, vous voyez mon père qui est en déclin dans la vie, qui a les épaules sorties à côté du premier ministre. Il est tellement fier d'être photographié à côté du premier ministre, dont son fils est l'adjoint. Et c'était des petits signes de délicatesse comme ceux-là. Un appel à mon épouse qui sait qu'elle est malade. Valérie, ma fille, qui le fait attendre une dizaine de minutes sur la ligne. Il appelle, il dit « C'est M. Bourassa. » C'est un dimanche soir. Vous savez qu'il retournait ses appels le dimanche soir. Alors, ma fille le fait attendre parce qu'elle est après finir un devoir avec une amie à l'école. Et quand M. Bourassa, finalement, ma fille va me passer, M. Bourassa, il dit c'est bien correct, ta fille met plus d'importance sur ses amis que le premier ministre. Elle félicitera de ma part. Alors, c'était un premier ministre tout à fait abordable et sympathique. Et on lui a reproché bien des choses, mais moi, je n'ai pas grand-chose à reprocher à M. Bourassa. Quand on devient le président d'un parti politique, est-ce qu'on établit comment on veut être le président? Est-ce qu'on a des principes qu'on veut promouvoir ou... Quel est le pouvoir d'un président? Il faut. D'abord, il faut dire qu'au Parti libéral, le président est au-dessus du chef. Hein? Oui. Au PQ, c'est l'inverse. Le chef est au-dessus. Donc, on a un grand pouvoir. Harry Blank, que vous avez connu, on l'a retiré du parti. On a décidé qu'on ne voulait pas l'avoir comme candidat. C'est pas le premier ministre qui a décidé ça. C'est le chef, c'est le président du parti qui a décidé ça, etc., etc. Alors, évidemment, il y a une connivence constante entre le premier ministre, mais je vous dirais qu'un président qui arrive au parti, qui n'a pas des orientations de ce qu'il veut faire, moi, ça a été l'environnement, ça a été la démocratie, ça a été l'éthique au maximum. J'ai expliqué à la commission Charbonneau pourquoi j'avais mis tant d'emphase sur cet aspect-là avec M. Bourassa. Or, si vous établissez ces grands principes-là dès votre arrivée, votre voyage va être beaucoup plus facile ensuite comme président du parti. Les gens savaient que je ne laisserais rien passer. On a mis un député à la porte, Romain Hens, on a mis le président de la commission des finances à la porte. Je veux dire, on ne laissait rien passer, ni moi, ni M. Bourassa. Or, et en environnement, quand le congrès est arrivé en 88, le plus important congrès en nombre de gens, il y avait 4000 personnes présentes, bien, c'était un congrès qui a porté
en grande partie sur l'environnement. Et c'était des convictions profondes que je vais amener quand je vais être député éventuellement. Et pourquoi vouliez-vous devenir le député d'Orford en 89? Vous étiez en affaires, Oui. la vie était bien, le ski était le fun. Devenir député, c'est pas la même paire de manches, là. Bien, j'avais été président du parti. J'ai aimé être président du parti. J'avais l'impression que j'avais bien fait ce qu'on me demandait de faire. Et dans la circonscription où je demeurais, ou juste à côté, parce que maintenant je suis dans la circonscription, à l'époque j'étais juste à côté, ça a peu d'importance, à quelques kilomètres près, le député prenait sa retraite, M. Georges Vaillancourt, qui a été là une trentaine d'années, qui est un bon député. Et on m'a offert de me présenter dans la circonscription d'Orford, que je connaissais très bien, et j'étais honoré que M. Bourassa me demande de devenir candidat dans la circonscription d'Orford, ce que j'ai fait. Il y aura une convention, il n'y a pas eu de passe-droit dans mon cas, il n'a pas eu facile. Il y a eu une convention contre le maire de Rock Forest. On a déplacé de mémoire un vendredi soir, le 11 août, on a déplacé tout près de 1500 personnes en milieu de l'été, et je vais gagner très largement la convention. Et après ça, il y a une élection. Donc, je vais faire du porte-en-porte, là, presque pendant 3 mois sans arrêt, et la convention, et ensuite tous les membres du parti vont être visités par moi pour la convention. Il n'y en a pas un qui n'aura pas été visité à sa résidence, et c'est beaucoup plus compliqué que du porte-en-porte parce que les membres ne sont pas un à côté de l'autre. Dans les comtés ruraux, là, on fait beaucoup de voitures entre les résidences. Alors, j'ai pris ça. Je voulais être un bon président de parti, ensuite j'ai voulu être un bon député, puis j'ai pris des moyens pour y arriver. Merci beaucoup, M. Benoit. Très bien. À la prochaine. Très bien, merci.